Imaginez un instant, vous êtes le président de la République. Le monde traverse une période de forte tension géopolitique et vous devez impérativement assister à un sommet important en Inde. Vous vous rendez donc à l'aéroport de Villa Coublé pour votre départ. C'est là qu'il vous attend. L'Airbus A330-200, l'avion des présidents français. Plus connu sous le nom d'Air Sarkowan, cet appareil sera au cours des 10 prochaines heures à la fois votre refuge et votre centre de commandement. Mais en tant que chef d'une puissance nucléaire, rappelez-vous, vous avez beaucoup d'ennemis. Et pas de chance, un groupe armé a prévu de vous attaquer pendant ce vol. Comment l'Air Sarkowan va-t-il vous protéger? Contrairement à d'autres dirigeants, vous ne voyagez pas seul dans l'espace aérien. Votre Airbus est escorté par 2 Rafales. La mission du chasseur en tête de file est de s'assurer qu'aucun drone ou missile ne vous menace. S'il repère une attaque, il s'interposera pour la parer, quitte à se sacrifier pour vous si la situation l'exige. Et si ce sacrifice ne suffit pas, il vous reste un dernier rempart, le second Rafale resté en retrait. Au sol, en Inde, les équipes du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, arrivés des heures avant vous, sécurisent déjà votre atterrissage sur une zone privée. Mais revenons dans le ciel. À mi-chemin, alors que vous survolez une zone géopolitiquement tendue, le scénario catastrophe se produit. Un groupe armé ennemi détecte votre Airbus et tire des missiles à guidage thermique droit vers vous. Heureusement, les pilotes de vos 2 Rafales d'escorte réussissent à neutraliser ces premières menaces, mais au péril de leur vie. Vous êtes désormais seul face aux assaillants. Soudain, un autre missile fonce sur vous. Immédiatement, le système de défense de votre Airbus, logé sous les ailes, s'active et projette des faisceaux laser directement sur le projectile. Aveuglé, le missile ennemi est dévié à plusieurs centaines de mètres de votre avion et explose dans le vide. Mais que se serait-il passé si le missile avait déjoué votre défense laser? Dans ce cas, ce sont des leurres qui prennent le relais. Éjectés en quelques millisecondes depuis les ailes, ils saturent les capteurs des missiles ennemis. Si le missile est à guidage thermique, l'avion tire des fusées éclairantes qui s'enflamment instantanément. Elles génèrent une chaleur bien plus intense que celle des réacteurs de l'Airbus. La menace, trompée, se détourne alors de l'avion pour traquer les feux d'artifice. Si le missile ennemi est à guidage radar, l'avion injectera alors plutôt des chaffes. Ce sont des millions de minuscules filaments d'aluminium libérés dans l'air pour former un énorme nuage métallique derrière l'appareil. Pour le radar du missile, ce nuage apparaît comme une cible géante. Il fonce droit dedans, vous laissant filer sain et sauf. Poussons maintenant le scénario catastrophe jusqu'à l'extrême. Et si les leurs n'avaient pas suffi? Et bien dans ce cas, la structure de l'Air Sarkowan vous aurait peut-être sauvé la vie. En effet, les zones clés de l'appareil, comme le cockpit et vos quartiers privés, sont protégés par des blindages en Kevlar et en plaques de carbone, capables de résister à des éclats ou des tirs de moyenne intensité. Bourré d'électronique, de blindage et de réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter son autonomie, votre Airbus est un beau bébé qui pèse près de 230 tonnes au décollage. Mais rassurez-vous, il conserve une vitesse de croisière d'environ 860 km/h, vous permettant de relier la plupart des capitales mondiales sans aucune escale. Si l'enveloppe extérieure de votre A330 a été pensée pour la guerre, l'intérieur, lui, l'a été pour la diplomatie. Bienvenue dans votre espace de vie. À l'avant de l'appareil se trouve votre petit cocon, une chambre avec un lit double, un dressing et une salle de bain tout équipée. Dans la zone suivante, place à votre bureau personnel. Il est doté d'un système de communication par satellite chiffré, vous permettant de déclencher si besoin la force de dissuasion nucléaire depuis les airs. En avançant vers le centre de l'avion, vous voilà arrivé dans votre salle de réunion. C'est ici que vous tenez vos conseils de crise en compagnie de vos ministres, conseillers et diplomates. Juste après, vous trouverez une mini-salle d'opération médicale. Et en face, un centre de communication pour transmettre des messages cryptés à tout moment. Vers l'arrière de l'appareil s'ouvre la cabine des accompagnateurs. Elle a été conçue pour accueillir une soixantaine de personnes, vos ministres, des grands patrons d'industrie et des journalistes triés sur le volet. Pour les repas, pas de chef étoilé cuisinant en direct, mais des plateaux préparés à l'avance avec soin, mettant à l'honneur la gastronomie et les vins français. Parce que l'on peut être à 2 doigts d'une guerre nucléaire, on ne plaisante pas avec la cuisson du magret et la température du Saint-Émilion. N'est-ce pas, Madame Salamé? Enfin, tout au bout de votre Airbus se trouve le carré réservé au personnel de sécurité et aux membres de l'équipage. Voilà pour l'intérieur, Monsieur le Président. Comment? Vous voulez savoir comment vos prédécesseurs voyageaient? Il nous reste un peu de temps avant l'atterrissage, alors c'est ok. Vincent Auriol est le premier président de la République à utiliser l'avion durant son mandat. Mais pour ce premier déplacement vers les territoires d'outre-mer, l'Élysée n'a pas encore d'appareil attitré. Monsieur Auriol doit emprunter un quadrimoteur militaire de l'armée de l'air. C'est en avril 1951, à l'occasion d'un sommet aux États-Unis, que Vincent Auriol passe commande pour doter l'État français du légendaire Lockheed Constellation.
20 ans plus tard, le Concorde 001 s'élance de Brétigny-sur-Orge, direction Toulouse. À son bord se trouve le président Georges Pompidou. C'est la première fois au monde qu'un chef d'État emprunte un Concorde pour un voyage officiel. Cette idylle supersonique va d'ailleurs atteindre son climax en 1981 avec François Mitterrand, qui rend obligatoire la location et la privatisation d'un des 7 Concorde d'Air France pour tous ses déplacements lointains. Mais au tournant du millénaire, la réputation du Concorde commence à battre de l'aile. Et aussi, la France entre dans une jolie crise politique, la cohabitation. Le président Jacques Chirac et son premier ministre, Lionel Jospin, que tout oppose, s'accordent pourtant sur un point. Leur flotte d'avions long courriers a besoin d'un sérieux rafraîchissement. L'État commande alors 2 Airbus A319 CJ, strictement identiques, pour nos 2 tourtereaux, qui ont décidé de faire chambre à part. Les 2 avions entrent en fonction le 15 mars 2002 pour le sommet européen de Barcelone. Mais un problème de taille apparaît rapidement. Les A319 souffrent d'un très faible rayon d'action, à peine 6500 km. Au-delà, les trajets se transforment en de véritables calvaires logistiques. Il faudra cependant attendre l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir pour le grand rafraîchissement. Face aux besoins criants d'un avion long courrier, capable de rivaliser avec l'Air Force One américain, Louis Gallois, alors patron de la maison mère d'Airbus, propose à Nicolas Sarkozy d'opter pour un Airbus A340. Il a un plus large rayon d'action et c'est un quadrimoteur qui en jette plus. Problème, l'appareil est jugé trop gourmand en kérosène. Le réélu sera finalement un Airbus A330-200 d'occasion. Baptisé Air Sarko One, l'appareil choisi est né à Toulouse en 1998 et il a déjà eu plusieurs vies sous les couleurs de Swiss Air et d'Air Caraïbes. Configuré à l'origine avec 324 sièges, l'Air Sarko One entre après son acquisition dans un lourd chantier de réaménagement pour se métamorphoser en un véritable quartier général volant. Un achat, une métamorphose qui coûte près de 260 millions d'euros. Mais le résultat est là, 12 000 km d'autonomie, soit l'équivalent de 14 heures de vol sans aucune escale. Mais qu'en est-il des déplacements en France métropolitaine ou vers des pays proches? Est-ce que l'Air Sarko One est l'avion mobilisé? Sous la présidence de François Hollande, le président normal, l'État tente une approche modeste, le TGV. Problème, pour chaque voyage, il faut mobiliser des centaines de gendarmes afin de sécuriser le moindre pont, le moindre tunnel, et chaque gare sur des centaines de kilomètres de voies. Je vous fais pas un dessin, l'économie de kérosène se transforme vite en une facture d'anxiolytique pour le ministère de l'Intérieur. C'était les aventures de Monsieur Contretemps. Le rail est donc rapidement délaissé au profit d'un appareil plus agile, acquis en 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un Falcon 7X, baptisé Carla One. Félicitations Monsieur le Président, voilà enfin arrivé en Inde. Bon courage pour votre sommet et n'oubliez pas, si les négociations patinent, il vous reste toujours un stock de grands crus en soude pour débloquer la situation. Vous l'avez compris, voyager en avion pour un président n'est pas qu'une simple question de transport, c'est un combat permanent pour la survie de la nation. Et avec l'avènement des armes hypersoniques, de l'intelligence artificielle et des cyberattaques de nouvelle génération, une question cruciale se pose. Comment devrait être conçu le prochain avion présidentiel pour protéger nos dirigeants de ces prédateurs du futur ?